Bienvenue sur RCF dans Visa pour la planète, votre rendez-vous sur les musiques et les cultures du monde. Des sommets de l'Himalaya au désert du Thar, des yourtes de Mongolie aux métropoles d'Asie, la danseuse tourangelle Marie-Aude Ravet voyage à travers le monde depuis 2010 pour apprendre et enseigner les danses traditionnelles. Et aujourd'hui, nous allons partir au pays du grand ciel bleu, la Mongolie, avec notre guide Marie-Aude. Bonjour Marie-Aude. Bonsoir. Et merci d'être ici à RCF pour nous parler de ce pays immense, la Mongolie, qui est à peu près 3 fois la France en termes de superficie. Oui, c'est ça, à peu près 3 fois la France. Premier contact avec la Mongolie et le peuple mongol. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais une grande dévoreuse de livres et l'un d'entre eux s'intitulait « Le merveilleux petit cheval mongol ». Et c'était un livre pour enfants sur les chevaux de Mongolie. Et en le lisant, je me disais que ce pays rempli de chevaux devait être merveilleux. Moi qui rêvais, petite fille, de monter à cheval. Et j'ai réalisé mon rêve bien plus tard, puisque j'ai fêté mes 30 ans à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Marie-Aude, vous êtes tourangelle, on l'a dit, vous voyagez à travers le monde depuis 2010. Comment tout a commencé? Comment on se décide un jour, je pose mes valises, je prends une valise et je m'en vais, je parcours le monde? Et c'était avant tout une intuition profonde, immense et quasiment dévastatrice. Le type d'intuition qu'on doit suivre, sans quoi la vie ne serait plus la même. Et je pense que nous tous, nous avons ces intuitions de temps en temps sur nous-mêmes, sur la marche à suivre, mais souvent nous n'avons pas la volonté de les suivre. Et peut-être que la différence, c'est que j'ai suivi mon intuition. C'était donc en 2010, à l'époque vous étiez, je crois, en Allemagne. Exactement, je résidais en Allemagne. Et vous avez donc, vous êtes d'abord parti en Tunisie, retrouver votre père, non? Alors exactement, à l'époque, mon père travaillait à l'ambassade de France à Tunis. Et je suis partie le 20 décembre, donc juste avant Noël, et ça me semblait naturel de célébrer ce départ, cette nouvelle vie, avec la fête de Noël auprès de ma famille en Tunisie. Et avant, vous étiez, je crois, chercheuse au CNRS, non? J'ai commencé un doctorat de linguistique, effectivement, relié au LACITO, un des laboratoires du CNRS, langue et civilisation à tradition orale. Et puis, je n'ai jamais terminé ce doctorat, mais je crois que je l'ai plus qu'appliqué, finalement, dans les années de voyage que j'ai poursuivi. Alors, le but, c'était quoi? C'était de parcourir le monde, aller de pays en pays pendant à peu près 1 mois et demi dans chaque pays? Le but, c'était tout d'abord d'être sur la route, de se sentir en voyage, de se sentir en mouvement et d'être libre de rencontrer les gens tels qu'ils voudront bien se présenter à moi. C'était vraiment laisser les portes ouvertes, laisser les yeux ouverts, laisser les oreilles ouvertes sans jamais rien demander pour ne pouvoir que recevoir. Et communiquer avec les peuples, les populations, à travers les gestes, à travers la danse. Alors, à travers les gestes, à travers la danse, à travers les gestes d'abord, parce que dans la plupart des pays où j'étais, bien entendu, je ne comprenais pas la langue, donc toute la journée, j'entendais du yaourt, des syllabes qui n'avaient pour moi ni queue, ni tête, ni sens, dont je ne saisissais ni le début, ni la fin. Et donc, la première chose que je faisais quand j'étais avec ces peuples, c'était de copier leurs attitudes, leurs gestes, leur langage corporel pour m'intégrer, pour qu'ils ne voient plus en moi l'étrangère, pour que je ne fasse pas de tâches, pour que je me fonde réellement dans la tapisserie. Et à partir de là, ils agissaient naturellement avec eux-mêmes, et entre eux et avec moi. Et ça me permettait de les écouter, de les regarder et finalement de ce yaourt se détacher des mots puis des phrases que je m'évertuais à répéter, à essayer, selon le principe du « j'essaye, je rate ». Et finalement, parfois, je suis arrivée à apprendre suffisamment de vocabulaire et de phrases pour dialoguer avec eux dans leur langue. On part en Mongolie grâce à vous, Marie-Aude? Oui, avec plaisir. Avec un premier choix musical, je vous laisse le présenter. Oui, c'est un groupe moderne, Jonon, qui mélange les influences des musiques traditionnelles de Mongolie avec des rythmes modernes et qui est très populaire en ce moment. Vous écoutez RCF Visa pour la planète, aujourd'hui avec Marie-Aude Ravet, voyageuse. Nous partons donc aujourd'hui en Mongolie avec ce titre magnifique, hein, qui mélange air moderne et air traditionnel. Il y a tout dans ce morceau. Il y a tout dans ce morceau parce qu'il y a les 2 façons traditionnelles, enfin les 2 façons majeures de chanter en Mongolie, le chant diphonique et le chant long. On entend la vie à la tête de cheval, on entend le yatar, la sitar oblong. Donc voilà, et tout est à peu près réuni, tous les instruments, toutes les voix de Mongolie. Quand est-ce que vous avez été en
Mongolie pour la première fois, Marie-Aude? Donc c'était en 2012. J'avais commencé mon voyage depuis 2 ans et je me trouvais en Chine. Et je me suis dit, être en Chine, si près de la Mongolie dont j'avais rêvé quand j'étais enfant, c'est quand même dommage de ne pas saisir l'occasion. Et donc je suis partie à Ulaanbaatar de Pékin. À Ulaanbaatar, en plein centre de la Mongolie. Hein. C'est pas tout à fait le centre, c'est plutôt un peu plus au nord. C'est plus au nord. Ouais. Quelles sont les premières impressions justement lorsqu'on pose pour la première fois le pied en Mongolie? Alors c'est drôle parce que je suis arrivée début avril. Et j'arrivais de Pékin, comme je vous l'ai dit, Pékin où les magnolias étaient en fleurs et on se baladait limite en t-shirt parce qu'il faisait déjà très bon. Et je me souviens du moment de l'atterrissage, mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport Gengis Khan de Ulaanbaatar, la température extérieure est de moins 7 degrés. Donc déjà, la première impression, c'était surtout le choc thermique. Et le choc thermique a été quelque chose qui m'a énormément accompagnée pendant mon séjour en Mongolie. Pendant le printemps mongol, on est loin de l'éclosion des fleurs, on est loin de la douceur qui règne même encore aujourd'hui là en Touraine. En cette période, c'est plutôt la période des changements de température intempestifs, rapides, avec de grands écarts. Ça m'arrivait le matin de me réveiller, il faisait assez bon, je me mettais un pull léger, un petit manteau, et 2 heures plus tard, il y avait une tempête de neige. On rappelle où se trouve la Mongolie? Alors la Mongolie, c'est entre la Russie au nord et la Chine au sud. Alors c'est vrai que quand on le voit sur une carte, ça fait petit entre ces deux géants de la planète, mais c'est quand même 3 fois la France. Avec la capitale, Ulaanbaatar, au nord donc, voilà. du pays. La langue officielle, évidemment, c'est le mongol. Le mongol Khalkha, non? Mongol Khalkh, oui, Khalkh. Avec la prononciation. C'est ça. Et la monnaie, c'est le tugrik. Oui, Tugruk. Tugrik. Pour un pays, on l'a dit, à peu près 3 fois la France, et pour environ une population de 2,8 millions d'habitants. Oui, voilà, à peine 3 millions, et la moitié de cette population vit à Ulaanbaatar, c'est dire si le reste de la Mongolie est vide. En fait, c'est le pays avec la densité d'habitants la plus faible au monde. Avec un peuple pour environ 30% nomade? Oui, alors le pourcentage, certainement, je vous laisse la véracité de ce pourcentage, mais oui, effectivement. Vous avez rencontré évidemment le peuple mongol, à la fois le peuple sédentaire et le peuple nomade? Oui, les deux. J'ai eu la chance de rencontrer les deux. Vous avez vécu dans des yourtes? Alors, je n'ai pas habité dans des yourtes parce que beaucoup de temps dans mon séjour a été consacré à apprendre la danse et à l'enseigner aussi, enseigner ce que je savais et apprendre la danse mongole. Et du coup, on m'a très souvent logé dans des écoles de danse qui ne sont pas des yourtes. Mais avec mes nouveaux amis, les amis que je m'étais fait à Ulaanbaatar et en dehors, j'ai visité des familles, leurs familles, qui eux sont nomades et vivent dans les yourtes. Et comment communique-t-on avec le peuple mongol, Marie-Aude? Alors, on communique pas en anglais parce que très peu le parlent, on communique pas en français, bien que le peuple mongol soit assez francophile. J'ai rencontré quelques-uns qui parlaient extrêmement bien français, mais d'une manière générale, on les regarde, on essaie d'écouter, on essaie d'apprendre quelques mots, et quand on arrive à dire quelques phrases, quelques mots, ils en sont ravis. Et vous parlez un peu le mongol? Oui, alors j'avais commencé à essayer de dire des phrases sur place, et puis là, depuis quelques mois, je me suis remise sérieusement à l'apprentissage de cette langue chaque semaine avec un professeur. Et donc vous dansez les danses mongoles et vous faites des spectacles. Oui, absolument. À travers l'Europe, à travers le monde peut-être aussi, peut-être. Alors, à travers le monde, je l'espère, mais en tout cas pour le moment à travers l'Europe, puisque j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Le Cheval qui danse, danse, musique et poésie des steppes, et que nous avons joué à Paris et le week-end dernier en Suisse. La danseuse nomade, The Nomadic Dancer avec Marie-Aude Ravet. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui suis ravie. Marie-Aude, alors on va poursuivre en musique avec un air peut-être un peu plus traditionnel, je crois. Oui, un air un petit peu plus traditionnel, donc Alten Marktal. C'est l'éloge à l'altaï. Donc l'éloge, c'est un type de chant, un type de poème traditionnel en Mongolie qui est entre le profane et le sacré. C'est toujours un appel aux esprits de forces qui nous sont supérieures, et celui-ci décrit et appelle les forces et les esprits qui habitent la chaîne de montagnes de l'Altaï qui traverse la Mongolie. On ferme les yeux et on est en Mongolie. Ça, c'est la magie de la radio, Marie-Aude Ravet. C'est vraiment le chant des steppes qu'on vient d'entendre. Pour moi, c'est pas la façon de chanter la plus connue des Mongols, mais pour moi, c'est celle qui les représente le mieux. Quand j'entends ce chant, je revois l'immensité des steppes devant moi, et ce chant qui recouvre tout, qui appelle de si loin
dans la distance. C'est donc un chant long, et tout à l'heure on a entendu un chant diphonique. Oui, alors l'éloge à l'Altaï était chanté en chant diphonique, donc ça veut dire qu'un chanteur, avec une seule bouche et une seule gorge, produit deux sons qui se superposent. J'imagine que ça ne doit pas être évident à reproduire, un chant diphonique. Alors je crois que c'est accessible à tous, ça s'apprend, et paraît-il que ça aurait aussi des vertus thérapeutiques. Bon, l'histoire du peuple mongol, évidemment, est rattachée à l'histoire contemporaine et à la chute du bloc soviétique. Oui, absolument, parce que jusqu'en 1991, la Mongolie était sous domination de l'URSS. Et donc le peuple mongol a dû s'adapter. Ah oui, oui, complètement, puisqu'ils sont passés, on va dire, sans transition à une démocratie qui a, comme toute démocratie, ses défauts, bien sûr, mais on ne va pas parler de politique forcément. Mais par contre, ce que je voudrais raconter, qui m'a fait beaucoup rire quand j'étais à Ulaanbaatar, j'ai rencontré une Mongole qui était secrétaire à l'Alliance française, donc qui parlait extrêmement bien français, hein, comme vous et moi, et elle me disait que quand elle a appris le français, sa prof lui disait, et elle en était tout à fait persuadée, et le faisait de bonne foi, que Victor Hugo était un écrivain russe, et Jodassin un chanteur russe. Et elle me disait qu'encore aujourd'hui, elle avait toutes les peines du monde à la convaincre de la différence entre la Russie et la France. Pourquoi justement dire que Victor Hugo est russe Je pense que ça faisait partie de la propagande soviétique de base, je dirais. Et une deuxième anecdote à ce sujet qui est peut-être encore plus frappante, c'est l'un des chorégraphes avec qui j'ai travaillé là-bas, Tuksu. Il était déjà danseur dans un ensemble mongol et puis il a été invité à danser en Suisse avec son ensemble. Alors pour lui c'était assez nouveau parce qu'on lui répétait toujours à la télévision et dans les médias que le capitalisme, il n'y a pas de règles, tout le monde fait ce qu'il veut, on se tire les uns sur les autres dans la rue, tout le monde a une arme, etc. Et puis quand il est arrivé en Suisse, il a bien sûr découvert qu'on lui avait menti et que la Suisse était aussi paisible que la Mongolie. Le peuple mongol qui reste dans les traditions, mais également est tourné vers l'avenir. Hein. Il y a une énergie du peuple mongol. Hein. Il y a une immense énergie. Par la jeunesse. Hein. Oui, 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 il y a une immense énergie jeune. Mais il y a encore un très grand conflit intérieur, que ce soit chez les vieux ou chez les jeunes, disons-le comme ça, entre la tradition et la modernité, et chacun essaye d'accommoder les deux à sa manière. On revient à la musique. Oui. Avec un autre choix musical. Avec un morceau de Morinkhur, donc la vielle à tête de cheval. Qui est vraiment un instrument symbolique en Mongolie. Hein. Un instrument même presque sacré. Presque sacré et qui est magnifique. Hein. Voilà, il s'agit d'un morceau de danse. Visa pour la planète spéciale Mongolie avec Marie-Aude Ravet, danseuse, voyageuse. Marie-Aude, c'était un instrument, donc la vielle à tête de cheval. La vielle à tête de cheval, ainsi appelée parce que tout en haut, il y a une sculpture en forme de tête de cheval et il y a une légende qui dit que le premier instrument a été fait avec un crâne de cheval. Très longtemps, les cordes ont été faites en crâne de cheval et je pense que ça n'aura pas échappé aux auditeurs que le rythme est aussi celui du galop, donc on comprend combien le cheval est important dans la culture mongole. Il apparaît dans la musique, il apparaît dans la danse puisque les mouvements de la danse mongole sont inspirés de ceux du cheval. C'est vraiment l'animal qui emmène les nomades dans la steppe, qui les guide et qui les protège. Et puis il y a des courses de chevaux traditionnelles. Oui, absolument, les courses de chevaux en juillet, donc pendant la fête nationale qui dure 3 jours, Naadam. Et quand on quitte la Mongolie, qu'est-ce que l'on retient? Quelles sont les images qu'on retient, Marie-Aude? Je retiens justement de galoper le visage perdu dans la crinière des chevaux. Je retiens le silence assourdissant de la steppe. Et je retiens que les hommes, même dans les pays les plus hostiles, vivent et donnent naissance à des cultures incroyables, formidables et profondes, tout comme eux. Marie-Aude, merci. On va se quitter évidemment. On va se quitter avec quelques contacts, quelques sites internet pour en savoir plus sur ce que vous faites en France et ailleurs. Et également par rapport à la Mongolie, je crois qu'il y a quelques informations intéressantes sur différents sites internet. Hein. Oui, alors je vais commencer par l'association Touraine Mongolie dont je fais partie, qui regroupe des passionnés de la Mongolie et des Mongols de Touraine. Donc vous pouvez aller voir sur internet. Et puis j'ai monté une association dans laquelle j'enseigne différentes danses du monde, dont la danse mongole, qui s'appelle Aux 4 Vents, www.aux4vents.org avec le 4 en chiffres. Et puis mon site internet www.thenomadicdancer.com. Très beau site, hein, thenomadicdancer.com, touraine-mongolie.fr et aux4vents.org. Merci beaucoup Marie-Aude Ravet. Alors je vais vous laisser le soin de nous dire merci beaucoup et au revoir en mongol.
Merci Marie-Aude. À bientôt. On se quitte en musique avec un... On se quitte avec un... Ça veut dire quoi Sahanamrere, c'est reposez-vous bien, soyez en paix. Allez, un dernier mot pour le morceau que l'on... Un morceau qui reprend un chant long comme on en a écouté tout à l'heure, mais une variante moderne, avec batterie et guitare électrique. Marie-Aude, merci. Merci.